Territoire d'info, Public Sénat, Sud Radio. Voilà, l'invité politique ce matin de Public Sénat de Sud Radio avec la presse quotidienne régionale, c'est Adrien Riondé, qui est le directeur de campagne de François Asselineau, qui est candidat, comme vous le savez, à l'élection présidentielle. Vous l'avez vu dans les débats notamment. Alors, Adrien Riondé, moi j'ai une question tout de suite et très personnelle. Qui êtes-vous? Comment avez-vous décidé de suivre François Asselineau? D'abord, bonjour, merci de me recevoir. J'ai 29 ans, je suis ingénieur, je suis passé par les mines. J'étais aussi à l'université de Tsinghua de Pékin, donc j'ai beaucoup vécu à l'international. Et j'ai découvert François Asselineau en 2012 sur Internet. Donc j'étais quelqu'un... Sur Internet? Oui, sur Vous Internet. ne le connaissiez pas? Vous n'aviez pas de lien familial? Pas du tout. Non, absolument pas. J'avais aucune culture politique, j'étais absolument pas dans la politique. Et donc j'ai découvert, comme peut-être 95% des adhérents de l'Union populaire républicaine, le parti qui a fondé M. Asselineau en 2007, présent 10 ans, sur Internet via des vidéos. Alors ça vous a séduit? Qu'est-ce qui vous a séduit dans son programme? Alors il y avait d'abord les analyses d'une part, donc qui vont vraiment dans le détail, qui vont dans le. Monsieur Asselineau est quelqu'un qui est réputé pour connaître ses dossiers, donc il va au fond de l'analyse. Donc c'est très intéressant. Ça change. C'est pas du slogan politique, ce n'est pas du discours prémâché. Et puis ce qui m'a aussi intrigué au début, c'était ses positions, notamment sur l'Union européenne, parce que moi je fais partie de la jeune génération qui a toujours vécu dans l'Union européenne. Je suis né en 1988, donc pour moi l'Union européenne a toujours été une évidence. Et de voir quelqu'un qui nous disait mais non, ce n'est pas une évidence, il devrait y avoir un débat sur la place publique sur cette question, sur la question de l'Union européenne, sur la question de l'euro. C'est quand même quelque chose qui était à l'époque, en 2012, assez nouveau. Donc. Adrien Riondé, vous êtes directeur de campagne. Est-ce que vous sentez là, justement une dynamique du côté de votre candidat depuis ses apparitions télé, depuis sa médiatisation, parce que c'est sa première campagne présidentielle? Tout à fait. Alors c'est vrai qu'en 2012, M. Asselineau n'avait pas réussi à réunir les parrainages, il n'en avait eu que 17. Mais bon, en 2012, l'Union populaire républicaine comptait 700 personnes, donc c'était, on peut dire, un groupuscule. Et là, nous venons de passer le chiffre des 24 124 adhérents. Comment expliquez-vous justement ce boom des adhésions? Quel est le profil des gens qui adhèrent à l'UPR? Alors à l'UPR, on a peut-être 95% des gens qui sont à la base apolitiques, donc des gens plutôt abstentionnistes, des gens qui sont déçus de la politique et sur la sociologie, on a des gens de plutôt toutes les classes sociales et qui viennent, je vais dire, majoritairement de la gauche, mais on a des gens de tous les milieux politiques, c'est-à-dire droite, centre, gauche, extrême gauche. Voilà. Au lendemain du débat, François Asselineau a dit « J'ai cru que j'étais Madonna ». Comment se passe la campagne sur le terrain? Que viennent vous dire les gens que vous croisez? Alors c'est vrai que ça fait 10 ans que le parti créé par M. Asselineau existe, mais le passage média était rare, c'est une façon de le dire, mais à partir du moment où M. Asselineau a eu les parrainages, en fait, effectivement, il y a d'abord eu une espèce de position, mais une couverture médiatique qui a permis à ce qu'on le découvre, et d'autant plus au moment du débat, c'est-à-dire que malgré la couverture médiatique, vous savez qu'on n'était pas dans l'égalité du temps de parole, nous étions simplement dans l'équité, donc beaucoup de gens en fait n'identifiaient pas M. Asselineau comme un candidat. C'est quand même dommage qu'à 2 semaines du premier tour, il soit seulement découvert, mais ce qui se passe sur le terrain, c'est que les gens l'abordent, viennent le voir, sont allés voir ce qu'il disait, et c'est surtout au niveau des meetings. On a, par exemple, il était à Lille avant-hier, voilà. Il y avait 1500 personnes réunies dans la salle, donc, et on a plus de la moitié des gens qui ne sont pas adhérents, c'est-à-dire que voilà, il y a des gens qui viennent voir ce que M. Asselineau a à dire, et c'est tout à fait... Alors Adrien Riondé, votre programme à l'épreuve des faits, Grande Sainte, est-ce qu'il faut reconstruire ce camp quand on pense François Asselineau, et surtout quelle est sa politique vis-à-vis des migrants? Alors, la politique vis-à-vis des migrants, notre analyse est tout à fait particulière. Tout ce que nous disons, nous, c'est qu'en fait, ce n'est plus au niveau national qu'est gérée la politique migratoire. Je vous rappelle que la France fait partie du traité de Schengen, donc de sorte, on ne peut pas contrôler nos frontières. Donc sur cette question-là, M. Asselineau ne souhaite pas sortir de Schengen, comme particulièrement. On prévoit un référendum en fait sur la question qui sera ouvert à débat. Les questions ne sont pas préparées, c'est-à-dire c'est pas une question de quota, c'est pas une question de Schengen, ce sera les Français qui devront décider ce qu'ils veulent comme sujet. Ce sera. Alors, dans son programme, il y a quand même que le référendum inclut l'instauration de quotas migratoires. Est-ce que selon vous, il faut les soumettre à un référendum à questions multiples, incluant l'instauration de quotas migratoires? Oui, en fait, ce que je voulais dire, c'est que le référendum n'est pas une seule question, donc ce sera une question. Oui, mais la
référendum à plusieurs questions. La question se posera. Est-ce que selon vous, il faut les instaurer comme le propose François Fillon, par exemple ? Alors, nous, notre position, c'est de vouloir faire un référendum. Donc, à partir de ce moment-là, on ne prend pas position, en fait, expressément sur le... Ce seront les Français qui décideront par référendum sur ce sujet-là. Dans son programme, à votre candidat, la mesure phare, c'est le Frexit. Qu'est-ce qu'on a à gagner à sortir de l'Union européenne ? Est-ce que quelqu'un de votre génération peut penser de ça ? En fait, on a tout à gagner en sortant de l'Union européenne parce que l'Union européenne, en fait, vide de substance la démocratie en France. C'est-à-dire que les gens, aujourd'hui, qui votent à droite ou qui votent à gauche, c'est pas aujourd'hui, ça fait un peu depuis 92, ne comprennent pas pourquoi, au final, ils ont la même politique qu'ils détestent. On a vu ça. Et notre image par rapport aux jeunes Européens des autres pays, etc., vous ne trouvez pas que ça va poser un problème ? Alors, il ne faut pas confondre deux choses. Il ne faut pas confondre le Frexit, qui consiste à récupérer notre souveraineté, et la collaboration internationale. Donc, nous sommes en faveur de la collaboration internationale. D'ailleurs, si vous regardez... C'est un mauvais signe, vous donnez un signe. Mais quel est l'intérêt de poursuivre une collaboration nationale quand on sort de l'Union européenne ? Comment gérer ? C'est très paradoxal quand même. Absolument pas. Absolument pas, parce qu'en fait, la construction européenne nous enferme dans un bloc identitaire avec 27 autres États du monde, sachant que les intérêts de la France n'ont jamais été à cet endroit-là. Nous, on est en faveur de la francophonie, on est en faveur de l'ONU, donc la représentation de la France sur l'ensemble du monde. Mais est-ce que vous pouvez nous donner une application concrète pour que les auditeurs et les téléspectateurs comprennent bien de la sortie du Frexit ? En quoi ça améliorerait la qualité de vie des Français ? Alors la qualité de vie d'abord, parce que le Frexit, c'est la sortie de l'Union européenne, donc on récupère toutes nos souverainetés, c'est-à-dire les politiques budgétaires, mais les politiques monétaires, les politiques diplomatiques. Vous savez par exemple que le siège à l'OMC a été donné à un commissaire européen. Donc Organisation mondiale de la santé pour nos téléspectateurs. Du commerce. Donc actuellement, peu importe qui on élit, notre politique commerciale n'est plus négociée par les Français. Mais les Français ne s'appauvriraient pas ? Il n'y aurait pas quand même du chômage Alors il y a la question de l'euro, tout à fait. À cause de ces questions ? Alors c'est l'inverse qui est vrai, c'est-à-dire que l'euro actuellement, parce que qui dit Frexit dit sortie de l'Union européenne et dit sortie de l'euro. Ça c'est la question la plus... Donc ça veut dire dévaluation ? Alors c'est la question la plus fondamentale et je vous remercie de la poser. La question de l'euro se pose parce qu'en fait vous avez une cote mal taillée. Donc c'est-à-dire que c'est une monnaie qui devrait correspondre à 18 économies différentes et qui ne satisfait personne. Elle est sous-évaluée pour les Allemands, donc qui dégage des excédents budgétaires énormes pendant que la France, elle, d'année en année, s'appauvrit au niveau des déficits budgétaires. C'est une monnaie qui est en train d'asphyxier notre économie au grand profit de l'Allemagne, qui n'est absolument pas adapté. Donc l'idée, ce serait effectivement de sortir le plus urgemment possible de l'euro. Et ça n'aurait aucune conséquence sur le portefeuille des Français ? Absolument pas, parce qu'en fait, alors ce qui va se passer, c'est qu'en sortant de l'euro, on va avoir un nouveau franc. Donc c'est pas l'ancien franc, c'est pas le franc de 92, 6,55, 957. Non, ce sera un nouveau franc à parité, 1 euro égale 1 franc. Et puis ce qui va se passer après, comme toutes les monnaies internationales, ça va fluctuer par rapport au cours pivot du dollar, et on devrait avoir une dévaluation entre 6 et 10%, ce qui sera un bol d'air pour l'exportation de... Comment vous pouvez prévoir ce qui va se passer, puisque aucun pays n'a quitté l'euro pour revenir à sa monnaie nationale ? C'est pas nous qui disons ça, c'est Natixis, c'est le FMI, voilà, c'est des gens qui ont dit si l'euro explosait aujourd'hui, pour la France, qu'est-ce qui se passerait ? On aurait une dévaluation de 6 à 10%, ce qui correspond exactement à notre niveau d'économie. Il faut bien voir qu'en fait, on a une monnaie qui est surévaluée, qui est en train de détruire notre industrie. En parlant ainsi du Frexit et de ses conséquences pour la monnaie, est-ce que vous n'apportez pas, sur le plan purement stratégique de la campagne, des voix au Front National, franchement ? Alors, je suis étonné que vous parliez du Front National, sachant que vous pourriez citer Nicolas Dupont-Aignan, sachant que lui ne veut pas sortir de l'Union européenne, ou vous pourriez citer par exemple M. Mélenchon. Comme je vous disais tout à l'heure, la majorité des gens de l'UPR, mais pas que, viennent plutôt de la gauche, donc ce serait plutôt une comparaison à faire avec M. Mélenchon. Non, nous n'apportons pas des voix au Front National. Le Front National ne veut pas sortir de l'Union européenne, ne veut pas sortir de l'euro. Ce que veulent ces partis-là en réalité, ce qu'on appelle des partis souverainistes, c'est-à-dire qui sont dans l'idéologie c'est du populisme de la souveraineté, c'est-à-dire qu'on tape sur l'Europe, mais on ne propose pas la vraie solution. Ce qu'ils veulent en réalité, c'est renégocier les traités. Or, on sait que renégocier les traités est impossible. L'article 48 du traité de l'Union européenne impose l'unanimité des 28 États membres et l'unanimité des parlements respectifs. Donc il faudrait l'accord de 56 États pour qu'ils nous donnent raison, c'est-à-dire qu'ils détruisent leurs intérêts nationaux pour les beaux yeux des Français. Ça n'arrivera jamais. Donc nous, ce que nous disons, c'est
On a déjà donné sur il faut changer d'Europe, on a déjà donné la Suisse, ça n'arrivera jamais. La seule solution aujourd'hui, c'est de prendre l'urgence de la situation et de sortir de l'Union européenne en activant l'article 50 du traité de l'Union européenne. L'une des mesures phares dans le programme de François Asselineau, c'est la réforme du statut de l'élu. Pas de cumul des mandats et pas plus de 2 mandats pour les élus. Alors expliquez-nous, est-ce que ça veut dire que si un maire fait 2 mandats, il n'aura pas le droit après de se présenter comme parlementaire ? Non, alors pour les maires, il faut savoir qu'on fait le distinguo. Alors on n'est pas allé dans les programmes, il faut faire des points courts et à la fois il faut être précis. Donc pour les maires, pour les communes de plus et de voilà, exactement, parce que ça pose un problème pour les petites communes justement pour oui, c'est pour ça que je vous pose la question. Voilà. Alors vous avez tout à fait raison, c'est-à-dire qu'on parle d'un même mandat. Donc par exemple, si vous êtes élu député, vous faites un mandat. Si vos électeurs sont contents de vous, ils vous réélisent et puis après c'est fini, vous retournez ailleurs. Si d'aventure vous voulez essayer un autre mandat, vous pouvez très bien essayer un mandat de sénateur ou un mandat de conseiller. Mais est-ce que le fait de limiter comme ça à 2 mandats, c'est pas quand même aller contre la démocratie ? Est-ce qu'il ne faut pas laisser le peuple décider ? Si le maire est bon et qu'il a envie de faire 4 mandats ? Oui, tout à fait. Alors c'est ce qu'on disait pour les maires des petites communes, c'est ce qu'il faut. Mais c'est l'inverse qui est vrai en fait. Quand vous mettez une règle comme ça de renouvellement, c'est un appel d'air énorme pour le renouvellement. Vous regardez par exemple le Sénat. On trouve quand même de moins en moins de gens pour être élu et pour être maire. C'est quand même de plus en plus difficile. Sur le Sénat. Vous regardez le Sénat ou l'Assemblée nationale, le taux de renouvellement n'est pas énorme. Il faut attendre le général de Gaulle quand il arrive en 58 pour avoir un vrai renouvellement de l'Assemblée nationale. Donc ça c'est synonyme de... Vous êtes toujours sur cette question des collectivités, vous êtes contre les fusions forcées de communes, vous proposez un référendum. Est-ce que l'intercommunalité, les communes nouvelles, ce n'est pas ça le sens de l'histoire ? Ah non, le sens de l'histoire, on revient au Moyen-Âge. En faisant ça, on revient en espèce de grands royaumes, de comtés, avec des baronnies locales. Non, c'est l'inverse qui est vrai. C'est-à-dire qu'il faut attendre janvier 1790, la Révolution française, pour la création des villes et communes de France, qui étaient les anciennes paroisses, et des départements. La création des départements, en fait, consistait justement à ce qu'il y ait une égalité de territoire. C'est-à-dire que les gens, peu importe où ils se trouvent, ils ont les mêmes chances, les mêmes égalités. Ce que nous sommes en train de faire, en fusion les communes par paquet de 60, en voulant détruire les départements. Je vous rappelle que la réforme sur les départements sera en 2018, donc disparition des départements, fusion des régions entre elles. On est en train de construire des grands blocs régionaux, comme c'était exactement le cas au Moyen-Âge. Et moi, je suis originaire de... Qu'est-ce que vous faites des nouvelles régions si François Asselineau arrive au pouvoir ? Monsieur Asselineau dit qu'en fait, ce qui correspond aux Français, c'est l'égalité du territoire. Et en fait, la politique des régions, c'est une politique voulue par Bruxelles. C'est ce qu'on appelle la politique des euro-régions, qui consiste à donner de plus en plus de pouvoir aux régions, qui vont aller négocier directement leur budget à Bruxelles, ce qui a pour conséquence de vider de Donc qu'est-ce qu'on fait ? On supprime les régions, on revient à la carte des 22 régions ? Alors on revient à la carte des 22 régions, donc avant la réforme, et en plus on ramène les régions à de simples établissements régionaux, comme c'était avant la loi du 2 mars 1982, la loi des fers. Alors fort de ce que vous nous dites, Adrien Riondé, avec qui vous êtes politiquement compatible ? À qui vous pourriez vous donner vos voix pour un second tour ? Pour un second, déjà rien n'est joué, et puis il faut bien se dire une chose, monsieur Asselineau est le seul candidat du Frexit, c'est-à-dire que les autres veulent renégocier les traités. Il est impossible de renégocier les traités, donc nous verrons bien. Mais pour l'instant... Merci.